Samedi 11 juin 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Les résolutions du colloque national foncier à la une des actualités de ce samedi, renouer le lien des Malagasy avec leurs terres, tel est l'objectif de l'État actuel pour permettre aux Malagasy de vivre et de se développer au sein de leur patrie. Résoudre les problèmes fonciers sur l'ensemble de la République sera donc désormais une priorité nationale selon les résolutions du colloque national foncier qui s'est achevé hier au CCI IVAT. Reportage. Le colloque national foncier, une nouvelle étape dans le domaine foncier. Résoudre les problèmes au niveau des services fonciers, au niveau de la justice, mais surtout éradiquer le réseau d'arnaqueurs et d'accaparation foncière afin que la population malagasy puisse bénéficier de leurs droits fonciers sur leurs terres. Telle est la résolution globale de ce colloque qui a débuté mardi dernier et qui a pris fin hier au CCI IVAT. Une tâche qui ne s'annonce pas facile, mais l'État va multiplier les efforts pour vaincre et éradiquer ce réseau, souligne le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Services fonciers. Un réseau très puissant et au sein de laquelle des responsables et des personnalités publiques en sont membres. Mais cette lutte est nécessaire et possible avec la coopération de chaque autorité. La terre est sacrée aux yeux des Malagasy. Il est donc important de conserver et de protéger les documents y afférents, les titres de propriété et les certificats fonciers, aussi pour éviter les fraudes. Dans ce cadre, le secteur foncier doit également entrer dans l'ère du numérique par la digitalisation et la mise en place du système d'information foncière. Les procédures foncières seront simplifiées, les procédures judiciaires accélérées pour l'intérêt de la population malagasy. À noter que plus de la moitié des litiges fonciers sont toujours en attente de procès actuellement. L'opération de certification massive sera renforcée et ne sera désormais plus un projet, mais un programme national de sécurisation foncière et de planification systématique et intégrée. La mise en connaissance des lois et droits fonciers sera renforcée pour lutter contre les arnaques foncières. Les collectivités territoriales décentralisées seront plus responsabilisées en question d'aménagement du territoire, toujours dans cette optique, selon le directeur général du Fonds national foncier, lors des explications des résolutions du colloque national foncier. Des résolutions qui seront de suite appliquées pour des réels impacts et changements au quotidien de la population et pour l'amélioration du secteur foncier. L'accès à la terre garantit la souveraineté nationale et l'indépendance, affirme le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Service foncier. Et sur un tout autre sujet, la caravane médicale était dans la commune de Maveln, Full Point, district de Thomasnade, dans la région Est. Ce jour, la caravane médicale, qui est une tournée organisée par l'association FITI en coopération avec le ministère de la Santé publique, la direction des affaires sociales et politiques au niveau de la présidence UDASP et les collaborateurs. La population locale est venue en masse au lycée de Full Point pour des consultations et des soins médicaux. Sur les images de Asrana Fanzanari. Une longue file ce matin au lycée de Full Point, lieu d'arrêt de la caravane médicale pour ce jour. Des consultations, des tests, des soins et des distributions de médicaments sont au programme. Mais une toute nouvelle offre est récemment disponible pour cette 4e édition de la caravane médicale, la circoncision massive. Plusieurs petits garçons ont donc été circoncis ce jour et ont également bénéficié de jouets. La caravane médicale, qui est une initiative de l'association FITI en coopération avec le ministère de la Santé publique, la direction des affaires sociales et politiques au niveau de la présidence UDASP et les collaborateurs. Pour phare, cette mère de famille qui réside à 10 km de Full Point, elle est venue pour la radiographie. Selon ses explications, sa fille devait faire une radiographie à Thomasn estimée à 100 000 lariars, mais grâce à la caravane médicale, non seulement elle n'a pas eu à dépenser quoi que ce soit, mais elle a également pu effectuer seulement à 10 km de chez elle. Mis à part les consultations et soins médicaux, la caravane propose aussi d'autres offres, selon le ministre de la Santé publique, dont des séances d'écoute aux victimes de violences. Après Full Point, la caravane se dirigera vers Mahamb, dans le district de Fénéry-Vest, dans la région Analandsroof, pour ce dimanche. La commune rurale de Kiranomin, district de Fénorévoubé, région Bunglave, est située à 90 km à l'ouest de Tirou-Onomandide, mais il faut plus de 3 heures de route de Tirou-Onomandide pour y arriver. Ainsi, avoir la visite d'un membre du gouvernement dans cette localité réjouit la population. D'ailleurs, d'après la population locale,
Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène venu hier pour inaugurer des infrastructures est le premier membre du gouvernement qui a visité cet endroit de la région Bunglav. Cela témoigne du défi de l'État, selon lequel aucune commune, aucun district et aucune région ne sera oubliée et bénéficiera des projets de développement à mettre en place. Miarvou Latsferen. Fenouarive-B figure parmi les districts de Madagascar ayant placé sa confiance en l'actuel chef de l'État lors des derniers scrutins présidentiels. Encore une fois, la population locale a témoigné cette confiance car une foule immense est venue à la cérémonie officielle d'inauguration de plusieurs infrastructures hier. Dans son allocution, le ministre de l'Eau, Ravo Kajafidiniav, a souligné que le président de la République l'a envoyé à Fenouarive-B en guise de reconnaissance à la population pour la remise officielle de ces infrastructures. Vous n'êtes pas dans une localité enclavée, selon le ministre de l'Eau, en s'adressant à la population, et lui de rajouter que nous vous prouvons aujourd'hui que la distance importe peu tant qu'on y va pour rendre visite à une personne qu'on aime. À Kiranmain, les autorités locales et la population se donnent la main et ont cotisé pour participer au financement de certains projets de développement, un geste louable et un modèle à prendre d'après toujours le ministre de l'Eau. Par ailleurs, l'État a également pris sa part de responsabilité. Pour les infrastructures liées à l'accès à l'eau potable, par exemple, l'État, par le biais du ministère de tutelle, a financé les projets. Ainsi, plus de 8600 personnes issues des Fouktins dans la commune rurale de Kiranmain pourront avoir accès à l'eau potable dans 1620 foyers, 2 hôpitaux, un marché et une école. Selon les estimations, ce nombre de bénéficiaires pourra atteindre 16 336 en 2023. Par ailleurs, les infrastructures ont été rénovées et renforcées pour qu'elles répondent davantage aux besoins locaux. La réhabilitation des ouvrages barrages de captage, la construction de décompteurs, la construction des réseaux d'amener, la construction d'un nouveau réservoir de capacité de 60 mètres cubes à partir de la source d'Amba-Tutenjin. La majeure partie de ces infrastructures sont sécurisées et bâties selon les normes requises comme avec du béton armé. Le projet répond également aux besoins en eau de la population, dont 20 litres par personne, 5 litres pour un écolier et 15 litres pour un lit à l'hôpital. Le député élu dans cette circonscription a souligné que plusieurs autres projets seront réalisés à Fenouarive-B, mais il faut être patient. Les employés de la compagnie aérienne Air Madagascar exigent la suspension de la restructuration de la compagnie jusqu'à ce que la situation interne soit arrangée. La confusion règne à présent au sein de la compagnie, d'où la raison de cette demande, d'après un technicien représentant des salariés aujourd'hui. Il souligne quand même qu'ils ne sont en aucun cas en grève et que les services de la compagnie se poursuivent à l'heure actuelle. La célébration de la fête nationale sera particulière pour cette 62e année de l'indépendance de Madagascar selon le comité d'organisation. Mis à part ceux prévus dans la capitale, les événements culturels et diverses célébrations auront également lieu dans d'autres districts. Le comité d'organisation de la 62e année d'indépendance malagasy invite tout un chacun à hisser le drapeau national comme symbole de patriotisme et de souveraineté nationale. Reportage de Secharangianas. La célébration de la 62e année de l'indépendance débutera par un culte à l'église adventiste Somananjarn. Un grand concert évangélique est prévu au stade Bariamamasn pour le dimanche 19 juin avec la participation de plusieurs artistes évangéliques, locaux et étrangers. Le podium débutera à partir du 20 juin pour cette année et ne prendra fin que le 25 juin par un grand feu d'artifice typique du fameux 25 juin malagasy. Le défilé militaire du 26 juin débutera à 10h du matin au stade Bariamamasn. Mis à part les forces armées et la police nationale, la police communale, la police forestière et les sapeurs-pompiers participeront également à ce grand défilé qui pour cette année sera particulière en vue de la restructuration militaire d'après le général en tête du défilé du 26 juin. La sécurité sera aussi renforcée durant cette période festive. Par ailleurs, des voies seront coupées durant cette période aux alentours de Mamasn et d'Anoussi. La police municipale affirme donc que des déviations sont programmées dans ce sens. Le comité organisateur invite tout un chacun à hisser le drapeau national en symbole de patriotisme et de la souveraineté nationale en cette 62e année d'indépendance du pays. Un des thèmes de la célébration est mon amour de la patrie, un symbole de souveraineté nationale.
Les jeunes chercheurs malagasy participeront pour cette année à la compétition internationale Ma thèse en 180 secondes qui se tiendra à Montréal. Une occasion pour démontrer et mettre en valeur les compétences malagasy, mais également pour mettre en avant les résultats de recherche des jeunes dans le cadre du développement du pays, selon le ministère de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques. Fin de Jessena Mireille sur les images de Secha Anjenabu. Le concours AMT 180 ou Ma thèse en 180 secondes est un travail de recherche des jeunes chercheurs issus des universités de Madagascar. Il consiste à élaborer des points essentiels de sa recherche en 3 minutes en français. 18 jeunes de Lille ont été qualifiés pour la finale. Ranjiananza Tovunarive Mamiensu de l'université d'Antananarive en est sorti vainqueur. Les recherches des 18 jeunes étaient axées sur la protection de l'environnement, la recherche médicinale, à partir de la flore malagasy, sur le social, la technologie et l'économie. Des sujets de recherche pour le développement du pays, selon les responsables au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de Recherches scientifiques. 25 pays concourant pour le concours international AMT en 180 secondes, prévu au mois d'octobre 2022 au Montréal, dans Madagascar. Et concernant les actualités internationales, 9 mois après l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre et au terme de 3 jours de réquisition, les 3 avocats généraux ont requis vendredi la perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam. France 24. À l'issue d'une nouvelle journée de procès, le public sort de la salle d'audience. Difficile de lire les émotions sur leur visage. En revanche, à quelques mètres de là, sur celui des avocats, on aperçoit un certain soulagement. Aujourd'hui, c'est une attaque contre l'État, contre la nation, et ça a été pris en compte. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour la société, pour l'État, et aussi pour les victimes qui ont extrêmement souffert dans ce massacre. En effet, le parquet antiterroriste a requis la réclusion criminelle à perpétuité et incompressible contre Salah Abdeslam, seul membre encore vivant des commandos du 13 novembre. Autrement dit, aucune réduction de peine ne pourra être effectuée. Il s'agit donc de la sanction la plus lourde prévue par le Code pénal, qui n'a été prononcée que 4 fois depuis son instauration en 1994. Concernant les 19 autres accusés, des peines de 5 ans à la prison à vie ont été requises. La perpétuité notamment pour Mohamed Abrini, plus connu sous le nom de l'homme au chapeau, un des organisateurs des attentats. Ils ont remonté le puzzle. On a l'impression que chaque pièce a été mise à sa place, depuis la genèse des attentats, quelque part en Syrie, jusqu'aux attentats bien sûr, et l'attitude de la cellule postérieurement aux attentats, de ceux qui restaient en vie. Donc je crois que c'est une démonstration précise, chirurgicale, nette, et c'est ce qu'on attend de l'accusation. Le procès qui s'est ouvert début septembre 2021 arrive enfin dans sa dernière phase. Prochaine étape, les plaidoiries de la défense qui débuteront lundi. Et enfin, le verdict, attendu le 29 juin. Et toujours en France, 2 semaines après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, le 28 mai, un rapport gouvernemental pointe vendredi plusieurs défaillances du côté des organisateurs comme de la police. Le document déplore une atteinte à l'image de la France et dresse des recommandations en vue des grands événements à venir, notamment les Jeux Olympiques. Toujours un reportage de France 24. La bombe a été lâchée jeudi au Sénat par l'un des représentants de la Fédération française de football. Une petite phrase sur la vidéosurveillance du Stade de France. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations. Réquisition qui n'a pas eu lieu. Un hochement de tête qui en dit long. Alors que le chaos du Stade de France a choqué le monde entier, les autorités n'ont pas demandé la vidéosurveillance du stade. Depuis, les images ont été effacées automatiquement par le système informatique. Des caméras situées à des endroits stratégiques. Elles filment les gradins, les escaliers, mais aussi les abords immédiats des tribunes. Il y en a 220 aujourd'hui, inexploitables. Ces images, le parquet de Bobigny les a demandées jeudi soir après les déclarations faites au Sénat.
Un nouveau raté qui relance la polémique près de 2 semaines après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Le président de la commission des lois veut désormais reconvoquer 2 personnages très critiqués dans cette affaire, le préfet de police de Paris Didier Lallement et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Après la rupture en septembre 2021 d'un méga contrat de 56 milliards d'euros pour la livraison de sous-marins français, l'Australie a annoncé qu'elle allait verser 555 millions d'euros à Naval Group, un accord important selon le ministre français des Armées pour ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale avec l'Australie et regarder vers l'avant-reportage. Un gros chèque en guise de dédommagement. Le nouveau gouvernement australien annonce rembourser Naval Group. Avec cet accord, nous tournons une page. Ensuite, comme prévu par l'accord, l'Australie paiera 555 millions d'euros à Naval Group, soit 830 millions de dollars australiens. C'est un compromis juste et équitable. 555 millions d'euros, c'est plus que ce qu'estimaient l'an dernier les médias des 2 pays. Mais bien moins que les 56 milliards promis pour ce qu'on avait baptisé le contrat du siècle. La livraison de 12 sous-marins à propulsion classique par Naval Group, un programme lancé en grande pompe en 2016 alors que l'Australie veut moderniser sa flotte face à la Chine. Mais coup de théâtre en septembre 2021, Canberra annonce avoir négocié avec le Royaume-Uni et les États-Unis pour disposer de sous-marins à propulsion nucléaire. La France dénonce une trahison. C'est une énorme déception, d'autant plus que cela fait 5 ans que toutes les équipes travaillent d'arrache-pied pour la bonne mise en œuvre et le bon déroulement de ce contrat d'ampleur qui devait doter, conformément à sa demande, l'Australie de 12 sous-marins à propulsion conventionnelle. L'annulation entraîne une crise diplomatique entre Paris et Canberra. Elle dure jusqu'à la fin du mandat du Premier ministre australien Scott Morrison. Avec ce dédommagement, son successeur, Anthony Albanese, espère réchauffer la relation bilatérale entre les 2 pays. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le prème de C'est toi le chef. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.